Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30, 13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant 1 heure à partir de 17h, rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui sont encore dans cette phase de soulagement après les événements bancaires, les incidents bancaires et financiers du mois de mars. Les indices actions poursuivent leur rattrapage quasiment sur leur sommet récent ou historique pour les indices actions en Europe. Le CAC 40 n'est plus qu'à quelques encablures du niveau des 7400 points avec une progression encore d'un peu plus de 0,5% à mi-séance. L'autre mouvement notable sur les marchés, c'est l'euro qui continue de regagner de la force face à un dollar qui s'affaiblit. L'euro-dollar a franchi à nouveau le seuil de 1,09 à la hausse ce matin avec effectivement une faiblesse du dollar qui reflète les interrogations des investisseurs sur la course de la croissance économique américaine devant nous. À ce titre, l'ISM manufacturier, la grande enquête du secteur manufacturier aux États-Unis pour le mois de mars publiée hier, ne va pas dans le bon sens, c'est le moins qu'on puisse dire, et on a vu que cette enquête avait continué d'affaiblir encore un peu plus le dollar contre l'euro. La question se pose donc si le scénario de no landing est désormais écarté. Revient-on simplement à un schéma de soft landing pour l'économie américaine ou faut-il prendre en compte la possibilité d'un atterrissage plus brutal encore, notamment avec un durcissement mal contrôlé, dirons-nous, des conditions de crédit bancaire aux États-Unis dans le sillage des problèmes rencontrés par les banques régionales. Nous en parlerons dans un instant avec Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management. Et puis on notera dans l'actualité entreprise également le deal de L'Oréal qui s'achète une marque premium australienne, Aesop, pour 2,5 milliards de dollars. L'Oréal qui a l'ambition de faire de cette marque une marque milliardaire. Aesop a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 500 millions de dollars l'an dernier avec une marge d'EBITDA de près de 22%. Et puis dans cette émission, nous nous focaliserons également sur la situation des émergents et notamment la situation chinoise. C'est Bruno Vanier, le président de Gémeaux Assets, qui sera notre invité en plateau pendant cette demi-heure. Mais d'abord, quel scénario de marché envisagé en ce début de deuxième trimestre 2023 ? Nous en parlons avec Arnaud Faller, directeur général délégué en charge des investissements chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous par téléphone. Vous mettez chaque mois à jour vos scénarios tactiques de marché pour les prochains mois. Les scénarios ont été réduits au nombre de 2 lors du dernier ajustement il y a quelques jours, Arnaud, avec la question de savoir si l'économie américaine est sur une trajectoire de soft landing ou de hard landing. Effectivement, la grande distinction entre les deux, donc les deux scénarios. Donc dans notre scénario central, auquel on affecte une probabilité de 65%, donc c'est plutôt un soft landing, c'est un peu la résilience à laquelle on assiste un peu depuis le début de l'année, à savoir grâce au fait que les prix de l'énergie globalement sont restés sages. En tout cas, on retrouve pas du tout les niveaux du gaz, par exemple, ou l'électricité qu'on a connu au printemps 22 post-déclenchement de la guerre, avec d'ailleurs une inquiétude sur l'hiver prochain qui se lève un peu puisque le taux de remplissage des stocks est assez élevé à cette période de l'année, donc on est à 56%, et donc on voit d'ailleurs les prix du gaz, même à terme, ne sont pas du tout tendus, c'est au même niveau qu'actuellement, aux alentours de 50 € le mégawattheure. Donc on voit dans ce scénario-là les banquiers centraux qui font soit des pauses à la limite comme la Banque centrale d'Australie ce matin, soit la Fed qui effectivement pourrait aussi marquer une pause. La BCE, avec un décalage de cycle classique, pourrait encore monter, mais plutôt 25 points de base, abandonner l'échelle des 50. Et dans ce cas-là, ça permet au taux long aux États-Unis de rebaisser, en zone euro se stabiliser, et donc des marchés actions qui pourraient bénéficier encore de flux favorables. Alors pas avec des montants très forts, parce qu'il faut tenir compte du parcours déjà réalisé depuis le début de l'année. Donc on a en tête par exemple 2,5 de croissance, de progression sur les indices boursiers américains, un peu plus en zone euro. Et dans ce scénario-là, on aurait
les émergents qui pourraient faire mieux que les États-Unis, l'Europe ou un peu mieux, et puis le dollar, effectivement, poursuit son mouvement de dépréciation et donc atteindre 1,11, 1,12, avec clairement le différentiel de taux qui jouerait en sa faveur, et en tout cas un différentiel de croissance qui ne jouerait pas non plus en faveur du dollar. C'est donc un scénario soft landing, 65%, mais avec des espoirs de gains sur les actions qui sont somme toute, malgré tout, assez mesurés. Oui, c'est ça. Ça rend la situation très asymétrique, avec quand même 2 tiers de probabilité sur un scénario, mais en termes de price action, en termes de rendement risque, c'est plutôt l'autre scénario qu'il faut regarder, parce que là, on peut imaginer que dans le cas d'un hard landing, il y a sans doute un pricing de marché qui serait beaucoup plus douloureux. Exactement, c'est ça. En fait, on a l'impression qu'avec 65%, il faut être très bullish. Il nous semble qu'il faut se méfier parce que dans le scénario adverse, on aurait des corrections d'une ampleur bien plus forte que de la hausse dans le scénario central, puisqu'on a en tête, nous, entre 12,5% et 15%. Alors, qu'est-ce que ce serait ce scénario alternatif ? 1, on aurait les banquiers centraux qui feraient beaucoup moins de pauses. 2, on aurait le volume de prêts, notamment aux États-Unis, mais un peu vrai aussi en zone euro, qui deviendrait restrictif. Et donc, on aurait la probabilité d'un hard landing qui monterait. Et donc, évidemment, les actions qui subiraient, alors même que les taux ne pourraient pas être d'actifs de refuge, puisque on imagine dans ce scénario-là que l'inflation resterait assez élevée. La désinflation ne serait plus à manœuvre et donc les taux longs pourraient aussi monter. Donc c'est un scénario où ni les taux ni les actions sans refuge. Seraient favorisés par les investisseurs. Donc c'est un peu ce qu'on a connu quand même une partie de 2022. Sauf que là on aurait la certitude presque que le hard landing serait au bout du couloir. Donc méfiance. C'est vrai que globalement, il nous semble que le marché américain, notamment, a des signes de fragilité. D'abord, il faut souligner que le volume est assez faible, même la semaine dernière, alors que c'était une fin de trimestre, le volume était plusieurs jours était assez faible. Et 2, il y a plusieurs dimensions qui nous semblent assez fragiles. D'abord la macro, donc on l'a rappelé, mais avec une dichotomie assez forte entre le secteur manufacturier et le secteur des services. Donc effectivement l'ISM des services, donc les indicateurs d'achat de la part des acheteurs des grandes sociétés apparaissent plutôt forts du côté des services, mais en revanche les services du côté des manufacturiers, l'ISM est très faible, on est parmi les plus bas historique, avec d'ailleurs que 2 secteurs en croissance. Hier, le chiffre est sorti à 46,3. Mais c'est vrai dans toutes les zones. On l'a vu en Chine, une dichotomie manufacture et services. On l'a vu au Japon. On l'a vu aussi les PMI composites en zone euro il y a quelques jours. Ils sont tous tirés par les services, en revanche, vers le haut. En revanche, ils sont aussi handicapés par le niveau très bas des secteur manufacturier. Par exemple, en Allemagne, c'est au plus bas depuis 34 mois, le PMI manufacturier. Et il y a forcément une reconvergence à attendre, Arnaud. Il y a forcément une reconvergence à attendre. Une divergence durable, c'est très rare. Ouais. Donc, il va falloir... Certes, il nous semble que les biens, c'était un peu normal post-Covid, qu'il y a eu des achats de biens qui ont fait une pause, et maintenant, c'est des achats de services. La question, c'est est-ce que les achats de services vont faire aussi une pause ? Voilà. Et en termes de micro-économie, donc on arrive à la saison des résultats, évidemment, à partir de la semaine prochaine aux États-Unis. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu quelques révisions en baisse des résultats de ce premier trimestre, alors que sur l'année, ça reste à plus 2,5 sur la totalité de 2023. Et il nous semble que les années sont plutôt touchées au futur proche, et pas encore au futur lointain pour eux, entre guillemets, sous-entendu le 3e et 4e trimestre. Or, on sait que c'est ces trimestres-là qui vont être clés sur la totalité de l'année. Donc, peut-être aussi là une petite fragilité. L'autre fragilité qu'on a en tête, c'est la composition des indices, et américains notamment, et la dynamique intra-indice. C'est-à-dire que l'indice a effectivement monté aux alentours de 7% depuis le début de l'année, mais ça a été tiré à hauteur de 90% que par cette valeur. 7, c'est extrêmement petit par rapport aux 500
l'heure, la concentration qu'on avait déjà soulignée ici, elle est encore plus forte que d'habitude. Donc ça tient par... et donc c'est pas très... La dichotomie, là aussi, mais elle est extrême. Il y a 7 gagnants et le reste, c'est assez décevant. Et de manière générale, pareil, le volume de prêts que j'ai souligné pourrait être un handicap, notamment dans l'immobilier. On voit bien que l'immobilier, les volumes de vente baissent, pas encore pour les prix, mais normalement l'un suit l'autre. C'est très rare que le volume baisse beaucoup et que les prix ne baissent pas au bout d'un moment. Tout ça nous incite à dire que, effectivement, il faut être plus prudent sur le marché américain et qu'il faut mieux aller sur l'Europe, même si sur l'Europe, une fois, là aussi, il y a un peu de dissymétrie, mais elle est moins forte que pour le marché américain. Donc, dans les portefeuilles, on a évidemment des actions, mais on garde aussi pas mal de munitions pour pouvoir revenir avec des périodes un peu plus favorables, et notamment sur l'Europe, parce que je trouve que les États-Unis, il y a plus de corrections à attendre. Avec à l'inverse un marché obligataire américain qui vous semble plus intéressant que le marché européen aujourd'hui, Arnaud, si je comprends. Oui, exactement. Et ça, c'est des positions qu'on a depuis déjà plusieurs mois. Depuis l'automne dernier, il nous semble qu'effectivement, dès qu'on a pu anticiper le pivot de la Fed, le 10 ans américain devient un actif très intéressant. Et on a vu que même dans la soubresaut récent, certes, la volatilité était là, mais moins forte évidemment que sur le 2 ans. Mais malgré tout, le 10 ans américain aux alentours de 3,50 est un actif assez sûr et robuste. Effectivement, avec l'idée d'une stabilisation, là aussi, sur ces marchés obligataires qui ont connu encore une volatilité monstrueuse ces dernières semaines. Là aussi, on semble revenir à un calme, toute la question étant de savoir si ce calme est durable ou précaire. Merci beaucoup Arnaud. Arnaud Faller, avec nous, le directeur général délégué en charge des investissements de CPR Asset Management. Parlons des émergents à présent, et c'est Bruno Vanier qui est avec nous en plateau pendant cette demi-heure, le président de Gemway Assets. Bonjour et bienvenue Bruno. Bonjour. Oui, quelques questions un peu d'actualité pour voir comment est-ce que les tensions bancaires, financières apparues au cours du mois de mars aux États-Unis, dans une moindre mesure en Europe, ont pu trouver ou non des répercussions dans la sphère émergente, Bruno? C'est la première question. Alors, pour l'heure, c'est la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'on a très très peu de contagion, encore moins de répercussions. Si on regarde les valeurs bancaires dans le monde émergent, en relatif par rapport à l'indice respectif, elles font des performances qui n'ont rien à voir avec les performances qu'on a pu avoir sur les États-Unis et sur l'Europe. Donc là, Dieu merci, là, il n'y a pas trop de contagion, quoi. Alors, pas pour le moment. Difficile, bien sûr, de prévoir ce qui peut se passer, mais pour le moment, on est relativement serein. D'autant que ces tensions bancaires américaines, qui ne sont peut-être pas terminées, ni en Europe, se traduisent quelque part par une potentielle pause de la Fed, donc un dollar qui revient un petit peu. Ça, globalement, un dollar plus faible, c'est positif émergent. La mécanique de crise qu'on a observée aux États-Unis, avec l'idée que c'est une crise du passif, une crise des dépôts, notamment, ou en tout cas une fragilisation peut-être de la base de dépôt pour des banques régionales américaines. Est-ce que c'est un schéma qu'on peut retrouver peut-être dans la sphère émergente, ou est-ce que les conditions sont très différentes de ce point de vue-là? Les conditions sont très différentes. De fait, les banques sont plus concentrées dans la plupart des cas, pour beaucoup d'entre elles appartenant à l'État. Donc il n'y a pas une crise de confiance sur le système bancaire ou sur les dépôts. On n'a pas eu du tout de retrait, comme on a pu le voir sur SVB. Donc clairement, on n'a pas trop ce sujet. La transmission se ferait vraiment par une crise de confiance majeure globale qui ferait qu'on aura un retrait de liquidité vers le dollar et là une inversion sur le dollar parce que vraiment une appréciation du risque qui est extrêmement élevée. Pour le moment, on ne le voit pas, en tout cas. Petite parenthèse quand même sur les questions financières, et ça a été un événement marquant au cours des derniers mois pour le marché indien, en l'occurrence, l'explosion de l'empire Adani, alors qui est
sans doute très loin du sujet des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine, mais qui montre quand même que dans la sphère émergente, il y a toujours un risque financier qui peut venir d'empires industriels, en l'occurrence, qui sont très dominants sur le marché indien. Malheureusement, ça arrive encore aujourd'hui, même si c'est peut-être un peu moins fréquent que dans le passé, mais en tout cas, ça arrive. Ça a créé beaucoup de perturbations. Ça a créé de perturbations sur le marché indien, indéniablement. Et de fait, le marché indien est une performance les plus mauvaises depuis le début de l'année en négatif, alors que l'indice émergent au global sur le premier trimestre monte, tiré par le Mexique, par la Corée, par Taïwan, même par la Chine. Mais le marché indien, qui était, on l'a dit souvent ici, un peu trop cher, entre guillemets, un peu marché de croissance, valorisation très élevée, même si les perspectives indiennes sont très très bonnes à long terme. À court terme, il y avait un besoin de respiration. Ça a été exacerbé par cette problématique sur le groupe Adani, qui reste encore incertain, clairement. Alors, heureusement, ça n'a pas non plus un impact extrêmement négatif sur les autres valeurs indiennes, et notamment sur le groupe Reliance, qui est l'autre grand groupe indien, mais quand même toujours à regarder. On a eu également un problème sur une société qui s'appelle Americana, qui c'est du retail au Brésil, qui a fait effectivement aussi défaut. Donc on a toujours notre lot de problématiques. Mais oui, j'allais dire, c'est business as usual d'une certaine manière. Alors il y a des affaires plus explosives que d'autres, plus importantes que d'autres, qui font les plus de gros titres que d'autres, mais c'est toujours une situation qu'on surveille forcément. Absolument. Alors dans les émergents. On n'a pas été touché par ces titres qui sont cotés en bourse, encore une fois. L'autre question, c'est les émergents et la baisse de production de l'OPEP+, annoncée hier, qui a surpris un petit peu le marché, les investisseurs. Donc baisse emmenée par l'Arabie Saoudite et la Russie, dans le cadre de cette organisation plus, qui est l'OPEP+, aujourd'hui. Ça fait toujours parler le pétrole dans la sphère émergente. Comment est-ce que ça peut se répercuter entre les producteurs et les consommateurs, toujours la même En général, histoire. une hausse du pétrole, c'est légèrement négatif, notamment pour l'Asie, pour des pays comme la Corée, pour Taïwan, pour la Chine également, qui est importatrice, pour l'Inde, qui importe également. Alors, à contrario, certains pays en profitent, bien sûr, mais globalement, c'est un élément négatif. N'oublions pas quand même que le pétrole a baissé depuis le début de l'année, depuis septembre dernier, et qu'on revient sur des niveaux un peu plus je dirais, stables. 80, 85, Voilà. C'est un niveau qui peut convenir, si on en restait là, à tout le monde. Si on en reste là, ça convient. N'oublions pas que des pays comme l'Inde, notamment, et la Chine, sans doute dans une moindre mesure, à la taille de son économie, achètent du pétrole un peu moins cher. Oui. Non, mais ça pose aussi la question de ce qui a pu motiver cette décision. Donc, il y a forcément une dimension politique, géopolitique. Est-ce qu'il y a également quand même un ajustement à une situation macroéconomique que l'OPEP+ envisage un peu différente, avec l'idée peut-être qu'une reprise économique chinoise serait moins intense en pétrole que ce qu'on a pu connaître par le passé. Est-ce que c'est des facteurs qui comptent dans cette décision ? C'est effectivement un facteur qu'il faut avoir en tête, mais je pense que c'est plus une vision du monde développé où on s'attend quand même à un scénario pas forcément de forte récession, mais en tout cas de ralentissement, et qui se traduit par une moindre demande de produits d'hydrocarbures. L'OPEP anticipe quelque part cette situation. Elle l'a déjà fait dans le passé, c'est pas forcément quelque chose d'assez inattendu, et donc c'est dans ce cadre-là qu'il faut l'analyser. Côté chinois, on a une reprise de la consommation, une reprise post-Covid, une reprise par rapport à avec un effet de base favorable. On n'est pas non plus dans une situation de surchauffe, clairement, et on ne le sera pas cette année, comme on a pu le connaître, qu'on a pu le voir dans les années précédentes, au moment où la Chine envoyait du lourd, entre guillemets, avec des programmes, des stimulus importants. C'est pas le scénario aujourd'hui. Donc, je ne pense pas que l'OPEP s'attend ou est déçu par une demande chinoise qui serait moins forte que ce qu'ils attendaient. Oui, c'est simplement
que voilà, c'est un constat qui est globalement partagé par tout le monde. Voilà. J'entends. Au passage, là, qu'est-ce qu'on peut dire? Je retenais une information hier, alors sans lien avec le pétrole, aussi plutôt la stratégie de diversification du Royaume d'Arabie Saoudite. Donc, on a beaucoup parlé de l'hospitalité, qui est un secteur clé, stratégique aujourd'hui pour le Royaume. Je vois que dans les jeux vidéo aussi, ils ont des ambitions, alors que j'avais pas vu venir, à travers le fonds d'investissement saoudien, le fonds de pension saoudien. Il y a quand même jusqu'à 38 milliards de dollars de dépenses d'investissement fléchées vers le secteur des jeux vidéo. L'Arabie Saoudite veut devenir un hub du jeu vidéo dans le monde. Il y a une place à prendre de ce point de vue-là. Il y a une place à prendre, l'avenir le dira, quoi. Mais est-ce que l'argent suffit pour ça? C'est un peu c'est toujours le sujet qu'on a notamment vis-à-vis d'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui est extrêmement riche et qui veut diversifier son économie, qui est encore très très pétrole, comme vous l'imaginez. Donc des investissements, j'ai envie de dire, un peu à tout va. C'est ce que fait le fonds souverain, un peu à la manière de SoftBank, d'une certaine manière, quoi. Alors de fait, ils ont investi aussi massivement dans le fonds Vision de SoftBank. Donc oui, ça fait partie d'une stratégie de diversification, y compris dans la nouvelle économie ou l'économie du 22e siècle. Ah ouais, j'entends. Non, mais intéressant. On verra effectivement ce que donnent ces diversifications avec quand même beaucoup d'argent à la clé. Là, on parle d'un investissement de 38 milliards, jusqu'à 38 milliards de dépenses d'investissement pour créer un écosystème de production de jeux vidéo en Arabie Saoudite. Alors, il y a ces grands projets. On a parlé souvent de Neom, qui sont quelque part des projets phares. Il y a peu de chances qu'on réalise tout ce qui est montré aujourd'hui. C'est souvent la manière de faire, je dirais, en Arabie Saoudite. C'est vraiment montrer vraiment les 40, les 50 prochaines années, et puis ensuite pour créer un momentum, pour assurer des investissements pour les 5 prochaines années. Donc il y a deux écarts. Il y a un écart, entre de terme entre la grande vision et ce qui va se passer bien sûr dans les 3-4 prochaines années. À propos de grande vision, parlons à nouveau de la Chine et de la stratégie tech menée par Pékin aujourd'hui. Ça a été là aussi une des annonces importantes des derniers jours, la division en 6 parties du groupe Alibaba chinois, annonce qui a été faite alors que Jack Ma était de retour sur le terrain en Chine continentale. Il est apparu publiquement, officiellement, à cette occasion il y a quelques jours maintenant. Et dans le sillage, on avait l'annonce, donc Daniel Zhang, qui est à la tête d'Alibaba aujourd'hui, opérationnel, du split en 6 d'Alibaba. Qu'est-ce que ça envoie comme signal, comme message? Le premier signal positif lié bien sûr à l'apparition de Jack Ma en Chine continentale, c'est désormais, le Pékin n'est plus contre les grands groupes privés de l'Internet, Alibaba, Tencent. Et autant, rappelez-vous, quand même, on a eu quand même beaucoup d'éléments négatifs, de vents très contraires, voire de vents tempétueux, pour ces groupes au cours des 2 dernières années, qui ont beaucoup baissé. Alibaba a quand même divisé quasiment par 3 par rapport à son plus haut, Tencent un peu moins, mais a baissé beaucoup. Et ce drive de la part des autorités nous paraît aujourd'hui inversé. C'est quand même une très très bonne nouvelle, parce que c'est vrai que c'est difficile. Qu'on ait revu Jack Ma en Chine, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, c'est une très bonne nouvelle pour moi. C'est pas juste un petit signal. Non, c'est pas qu'un signe. Qu'ils annoncent en plus cette idée je dirais, de rendre ou de séparer le groupe, de scinder le groupe en 6 parties relativement indépendantes. C'est ce que j'appelle du smaller is beautiful. Et ça aussi, c'est dans la droite ligne de Pékin. Pékin est mal à l'aise avec un groupe industriel, un groupe technologique extrêmement puissant qu'il ne contrôle pas ou peu. Forcément, Pékin n'est pas très à l'aise avec ça. Si on scinde Alibaba, ça va plutôt dans le bon sens du point de vue des autorités chinoises. Donc, ça, c'est quand même un élément extrêmement positif. Maintenant, purement business sur le scindement du groupe, en général, c'est plutôt des bonnes nouvelles, ce genre de choses. La somme des parties. Indépendamment du contexte politique, ça veut dire que, d'une part, il y aura moins de cross-subsidy, comme on dit. C'est-à-dire que chez Alibaba, il y a des entités qui gagnent énormément d'argent, il y en a d'autres qui perdent encore de l'argent.
ces entités qui perdent encore de l'argent, pour se financer, elles iront sur le marché, soit de la dette, soit une mise en bourse. Mais donc, je dirais que Alibaba, les autres entités très profitables, ne financeront plus de manière systématique ces activités. Ça veut dire potentiellement des remontées de dividendes plus importantes. Donc, quand même intéressant, avec potentiellement des mises sur le marché boursier qui ont déjà été annoncées pour Cainiao, qui est la filiale de logistique. Hein. Donc tout ça s'est fait dans la foulée en quelques jours de la semaine dernière. Ça fait monter Alibaba de 15-16% quand même. Hein. Donc c'est quand même pas négligeable. Alibaba reste très peu cher au niveau actuel. Hein, si on fait une somme des parties. C'est moins de 300 milliards de capi aujourd'hui. Voilà, absolument. C'était à 900 milliards, je rappelle. Encore une fois, il y a presque 3 ans maintenant. Donc, pour moi, c'est indéniablement une bonne nouvelle macro, politique et microéconomique. Et ça n'affaiblit pas la stratégie tech chinoise, la somme des parties. Pas du tout. Non. C'est même, je dirais que et ça renforce le côté entrepreneur. On a souvent dit dans la presse et ailleurs que Pékin était contre les entrepreneurs chinois. On l'a jamais forcément cru, mais il y avait quand même un contexte quand même un peu plus difficile. Là, c'est moins le cas. De fait, les annonces qui ont été faites aussi par le nouveau Premier ministre Li Qiang étaient très en faveur clairement du monde entrepreneurial chinois. Ils ont besoin de ces entreprises pour créer pour la croissance, indéniablement. Hein. La croissance à coup de stimulus, de prêts, c'est terminé ça. Donc on a besoin vraiment des privés pour s'en assurer. Il y a un secteur visiblement qui n'a pas encore été totalement contrôlé et qui s'est développé de manière spectaculaire. Tout ce qui tourne autour du véhicule électrique et de la batterie du véhicule électrique. Je lisais ce matin dans le Financial Times, donc il y a un groupe qui s'appelle le groupe CATL en Chine, qui est un groupe dominant dans le monde et en Chine, bien sûr, en fournisseur de batteries électriques pour tous les grands groupes mondiaux, Tesla, Volkswagen, etc. Ils ont plus de 30% de part de marché mondial. À l'occasion d'un séminaire business début mars, Xi Jinping rencontre le fondateur milliardaire, bien sûr, de CATL, Robert Zeng, et lui dit « Je suis à la fois ravi et inquiet, pleased and concerned, de voir la domination aujourd'hui d'un groupe comme CATL. » Oui, alors est-ce que c'est le prochain secteur scruté par les autorités chinoises? Au niveau de la Chine, clairement, CATL est dominant, mais il n'est pas le seul, hein, quand même. Hein, et je pense pas que de ce BYD aussi est très fort. Hein. BYD fait des voitures aussi. Oui, voilà. Clients mais sur la partie batterie de CATL. Donc je pense pas qu'il y ait un problème de taille pour le moment. Hein. Ça reste, c'est pas les mêmes tailles non plus qu'Alibaba à l'époque. Hein. Après, il y a un sujet, bien sûr, pour CATL, pour le monde, pour l'export, hein, et ça rentre dans cette relation, malheureusement, qui n'est pas simple, qui est la relation sino-américaine. CATL ne peut pas exporter aussi facilement, bien sûr, ses batteries dans le reste du monde. Juste pour avoir les chiffres, hein, la voiture électrique, enfin la moitié du marché, c'est la Chine. Hein, donc la moitié du marché mondial, la Chine est clairement leader, non seulement dans les batteries, avec des Coréens. Hein, les Coréens sont également présents. LG Energy, qui est une filiale du groupe LG, est un leader mondial. SK, SKI, SDI, Samsung SDI également, en faisant partie du groupe Samsung. Donc là, vraiment, on a des leaders très, très asiatiques, coréens, chinois, alors un petit peu japonais également, quoi. Au niveau des fabricants de voitures, des constructeurs automobiles, c'est un peu moins le cas, même si on voit, même ici, hein, des voitures chinoises électriques exportées. La Chine exporte. Hein, BYD, vous le disiez, c'est le plus gros au monde aujourd'hui. Hein, c'est plus gros que Tesla en termes de nombre de voitures. Alors, pas en valeur, hein, parce que le prix est moins élevé, quoi, mais ils exportent dans d'autres pays. Et c'est un axe stratégique de développement de l'exportation. Donc, il n'est pas temps encore de contrôler ou de freiner ou de ralentir l'ambition de ces groupes. Non, à mon avis, non. En termes de taille, ce sont des marchés qui sont encore petits, hein, bien sûr, quoi, mais ça va se développer fortement, indéniablement, quoi. Merci beaucoup Bruno. Merci pour cet éclairage sur la situation des marchés émergents en général et de la Chine en particulier. Bruno Vanier, président de Gémeaux Assets, qui était l'invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Bismart. On se retrouve à 17h en direct.